Une bonne petite séance de cinéma de soir, c'est vraiment une sensation agréable. On profite de ces petits pop-corn tranquillement en regardant le dernier blockbuster. Mais comment vous dire qu'une soirée qui normalement devrait être tranquille peut virer facilement au drame? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Aurélia décide d'aller au cinéma ce soir-là. Elle a eu une semaine de merde au boulot et franchement, elle a juste besoin de souffler un peu. Tu vois le genre, un film tranquille, seul dans une salle presque vide. Pas de collection, pas de bruit de la ville. C'est son petit moment à elle, une façon de déconnecter. Elle arrive devant le cinéma, un petit complexe de quartier, rien d'extraordinaire. Il est 21h30, la séance commence bientôt. Elle achète son billet, prend un petit coca et entre dans la salle. Comme prévu, c'est désert, 3 personnes à tout casser. Elle adore ça. Pas de gamins qui crient, pas de couple qui se roulent des pelles bruyamment, juste du calme. Le genre d'ambiance parfaite pour se plonger dans le film. Elle choisit une place au milieu, ni trop près ni trop loin de l'écran, juste ce qu'il faut pour être à l'aise. Elle s'installe, retire son manteau et pose son sac sur le siège à côté. Elle est bien, le film va bientôt commencer. Les pubs défilent à l'écran, tout semble parfait. Puis au bout de quelques minutes, elle entend un bruit. La porte de la salle s'ouvre, pas un truc anormal en soi, c'est juste quelqu'un qui arrive un peu en retard. Mais ce qui l'intrigue, c'est le bruit des pas qui résonnent dans l'escalier. Les pas sont lourds, traînants, comme si la personne en question ne faisait aucun effort pour être discrète. Aurélia lève un peu les yeux sans bouger la tête, juste assez pour voir de qui il s'agit. Un mec, un type qui descend tranquillement les marches avec son gros seau de popcorn dans une main et son téléphone dans l'autre. Il n'y a presque personne dans la salle, mais ce mec, bizarrement, il décide de s'asseoir dans sa rangée. Pas 2 sièges plus loin, non, directement dans la même rangée, à quelques places d'elle. Aurélia sent une petite gêne monter. Pourquoi s'asseoir là alors que toute la salle est vide? Elle essaye de pas trop y penser, mais c'est comme si la bulle de tranquillité qu'elle avait espérée venait d'éclater. Le type s'installe bruyamment, balance son popcorn sur ses jambes et commence à fouiller dedans. Un bruit de froissement de papier, assez fort pour qu'Aurélia ne puisse plus l'ignorer. Elle soupire légèrement, déjà un peu agacée. Mais bon, elle se dit que ça va se passer, que le film va bientôt commencer et qu'il va se calmer. Mais au fond, elle sent que quelque chose cloche avec ce mec. Le film commence enfin, mais Aurélia n'arrive pas à se détendre. Elle essaye de se concentrer sur l'écran, mais le gars à quelques sièges de là devient impossible à ignorer. Il mange ses popcorn comme si c'était la dernière chose qu'il ferait avant la fin du monde. Sérieux, il mastique la bouche ouverte, genre bruyamment, à chaque bouchée. Ça fait même un bruit de succion, comme s'il essayait de savourer chaque grain. Bon, tu vois le genre. Le bruit est tellement fort qu'elle a l'impression qu'il pourrait couvrir le son du film. Elle essaye de pas trop y penser, mais c'est pas évident. Elle jette un coup d'œil discret vers lui, le mec est enfoncé dans son siège, ses jambes écartées comme s'il voulait occuper tout l'espace. Et là, il fait un truc qui la rend encore plus mal à l'aise. Il prend son téléphone en plein milieu du film et commence à scroller sur Tinder. Ouais, tu m'as bien entendu. En plein ciné, le type est sur son téléphone à mater des profils de meufs. Mais c'est pas juste ça. Non. Le pire, c'est qu'il commence à commenter tout haut ce qu'il voit. Aurélia est là, figée, complètement déconcertée par son comportement. Au début, c'est des petites phrases, tu vois, genre « Ah ouais, elle est mignonne celle-là » ou « Wow, pas mal, mais elle pourrait sourire un petit peu plus ». Franchement, c'est déjà hyper gênant, mais là, c'est que le début. Il monte progressivement en intensité. À chaque profil qu'il swipe, ses commentaires deviennent de plus en plus déplacés. « Oh, celle-là, je la baiserais bien ». Et il rigole tout seul comme un crétin. Aurélia sent la chaleur lui monter au visage. Elle est entre la colère et la gêne. C'est quoi ce mec? Pourquoi il fait ça? Elle jette un autre coup d'œil autour d'elle, mais personne ne réagit. Les rares personnes dans la salle sont soit trop loin pour entendre, soit complètement dans leur film. Ou peut-être qu'elles font juste semblant de rien remarquer. Qui sait? Le gars continue son délire, Aurélia essaye de se concentrer sur le film, mais c'est mission impossible. Le type devient de plus en plus bruyant. Ah, celle-là, elle est vraiment bonne. Si je la croise dans la rue, oh, c'est sûr que je l'aborde direct. Il balance ça en claquant des doigts, comme si c'était une évidence. Le pire, c'est qu'il commence à se marrer tout seul, sans se soucier une seule seconde de qui pourrait l'entendre. Et là, ça prend une tournure encore plus glauque. Aurélia, qui est déjà au bord de craquer, voit qu'il change d'appli. Le mec passe de Tinder à un site pour adultes plus 18. Oui, en plein cinéma, t'as bien entendu. Elle n'en croit pas ses yeux. Il regarde des vidéos et bien sûr, il continue à commenter tout haut. Oh, celle-là, je vais me la faire. Le ton de sa voix est encore plus grave, presque animal. C'est tellement choquant qu'Aurélia a du mal à respirer. Elle sait plus quoi faire. Se lever et changer de place? Non, elle se dit que ça ferait trop de bruit et attirerait encore plus son attention. Elle reste figée, espérant que ça va s'arrêter. Mais au fond, elle sent que ça ne va qu'empirer. À un moment, le gars
applaudit littéralement devant une vidéo. Il se met à faire clap clap, comme s'il félicitait une performance incroyable. Et il balance des trucs du genre « Ah ouais, ça c'est du bon boulot ». Aurélia est là, à côté, coincée, elle sait pas quoi faire. Elle le sent jeter des coups d'œil vers elle de temps en temps, et ça la rend encore plus mal à l'aise. Il se penche même un peu dans sa direction, comme s'il voulait partager ses trouvailles obscènes avec elle. Elle est sur le point de craquer, sa main tremble légèrement sur la coudoir. Elle pense à sortir, à s'enfuir de cette situation absurde. Mais quelque chose la retient encore. Peut-être la peur, peut-être le fait qu'elle espère qu'un miracle va se produire et que quelqu'un d'autre va intervenir. Elle est figée, piégée par la situation et par ce type qui ne cesse de pousser les limites de l'acceptable. Et puis enfin, elle voit un des autres spectateurs se lever et sortir de la salle. Peut-être qu'il va chercher quelqu'un pour intervenir. Aurélia se raccroche à cette petite lueur d'espoir. Aurélia commence à espérer que la sortie du gars, un des rares autres spectateurs, annonce la fin de ce cauchemar. Peut-être qu'il va chercher un agent de sécurité pour calmer ce malade. Mais l'homme à côté d'elle, lui, continue son show, comme si de rien n'était. Plus il avance, plus il devient bruyant et dégoûtant. Il ne se contente plus de commenter discrètement. Il commence à parler presque à voix haute, comme s'il avait oublié qu'il était dans un cinéma, avec des gens autour de lui. « Oh, cette meuf-là, tu vois, c'est exactement le genre que j'adore. » Et il balance ça en tapant sur ses cuisses, comme s'il venait de découvrir la 8e merveille du monde. Puis il claque des doigts, genre satisfait. Aurélia jette un autre coup d'œil rapide vers lui, juste pour vérifier qu'elle hallucine pas. Il est là, vautré dans son siège, le téléphone dans une main, l'autre qui bouge d'une manière un peu trop familière, si tu vois ce que je veux dire. À ce stade, elle n'est même plus surprise. Elle est juste coincée dans une espèce de malaise profond, un mélange de dégoût et de peur. Elle serre son sac à main contre elle, les yeux rivés sur l'écran du film. Mais elle n'en suit plus une seule seconde. Chaque son, chaque mouvement de cet homme la rend de plus en plus nerveuse. Et puis, comme pour couronner le tout, il commence à faire des bruits avec sa bouche. Des trucs qui ressemblent à des gémissements, des rires gras, des trucs qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre en plein cinéma. Il lâche des phrases qui semblent de plus en plus folles. « Oh ouais, ça c'est du bon boulot. Mais regarde-moi ça, cette actrice. Je te jure, j'en ferais bien mon 4 heures. » Il applaudit encore, cette fois plus fort, comme s'il encourageait les actrices sur l'écran de son téléphone. Les clap-clap résonnent dans la salle, et Aurélia, elle est là, paralysée. Le pire, c'est que personne ne réagit. Enfin, personne à part elle. Les deux autres spectateurs qui restent sont trop loin, ou trop discrets pour oser intervenir. Elle se sent seule, complètement abandonnée dans ce cauchemar absurde. Et là, le gars fait quelque chose qui la sidère encore plus. Oui, directement à elle, sans même tourner la tête, toujours les yeux rivés sur son téléphone. « M'dame, t'as déjà regardé des trucs comme ça ? Ah, je te jure, c'est du lourd. » Sa voix est lourde, grave, comme s'il parlait à une vieille pote. Il éclate de rire après sa question, mais c'est un rire vide, comme s'il ne s'attendait même pas à une réponse. Aurélia reste muette, elle serre un peu plus son sac. Elle sent le rouge lui monter aux joues, pas de honte, mais de rage. Comment ce type ose lui parler ? Oser lui demander un truc pareil ? Mais elle reste figée, incapable de prononcer un mot. Une partie d'elle veut exploser, le traiter de tous les noms, mais une autre a peur des conséquences. Qui sait comment ce type pourrait réagir ? L'homme continue son délire, il commence à se balancer légèrement dans son siège, toujours en commentant à voix haute les vidéos qu'il fait défiler. Ses gestes deviennent plus exagérés, ses bruits de plus en plus perturbants. Il se penche en avant à un moment, les yeux toujours rivés sur l'écran, et murmure pour lui-même « Elle, je la prends direct, pas de question possible. » C'est là qu'Aurélia craque intérieurement, elle ne supporte plus la tension. Elle hésite à se lever pour de bon, mais elle a peur que ça empire les choses, que ça attire encore plus l'attention de ce type. Et puis elle voit la porte de la salle s'ouvrir lentement. Un homme en uniforme apparaît dans l'encadrement, un agent de sécurité. Aurélia sent un soupir de soulagement monter en elle, bien que la nervosité ne parte pas complètement. Enfin, quelqu'un va intervenir. L'agent de sécurité s'avance tranquillement dans la salle, sa lampe de poche éclairant brièvement les sièges vides avant de se poser sur l'homme bizarre. Le type, toujours plongé dans son téléphone, ne réagit même pas. Il est trop absorbé par son délire pour réaliser ce qui est en train de se passer. Aurélia retient son souffle. Enfin, quelqu'un va le remettre à sa place. L'agent approche du mec, s'arrête à quelques pas de lui et d'une voix calme mais ferme, il dit « Monsieur, éteignez votre téléphone. Vous dérangez les autres spectateurs. » Le gars lève enfin les yeux, le regard un peu confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi on lui parle. Pendant une seconde, Aurélia pense que tout va se terminer calmement, que le mec va juste se lever et s'en aller. Mais bien sûr,
c'était trop beau pour être vrai. Le type se redresse dans son siège, un sourire narquois se dessinant sur son visage. Quoi? J'ai payé ma place comme tout le monde. Si je veux mater un truc, je le fais. Et si je veux baiser dans cette salle, j'ai le droit aussi. Là, il va pointer Aurélia du doigt, sans aucune gêne. Elle là, c'est pour ça que je suis venu. Je l'ai payé pour me sucer, et j'ai pas encore eu mon service. Aurélia sent son estomac se nouer. Elle ouvre la bouche pour protester, mais aucun son ne sort. Le choc la frappe de plein fouet. Elle n'arrive pas à croire ce qu'il vient de dire. L'agent de sécurité la regarde, visiblement surpris, mais surtout perplexe. « Vous le connaissez ?» demande-t-il, la voix un peu hésitante. Aurélia secoue la tête frénétiquement, incapable de trouver les mots. « Non, pas du tout, je sais même pas qui c'est. » Elle essaye de garder son calme, mais elle sent la panique monter en elle. L'agent de sécurité soupire, visiblement fatigué de devoir gérer ce genre de situation absurde. « Très bien, dehors tous les deux. » Le type rigole, lève les mains en signe de victoire et se lève de son siège avec une nonchalance désarmante. « Pas de soucis, j'ai eu ce que je voulais de toute façon. » Il attrape son seau de popcorn et se dirige vers la sortie, balançant un regard vers Aurélia. « À plus ma belle. » Aurélia, quant à elle, reste immobile, figée par l'incompréhension. Elle n'a pas d'autre choix que de le suivre dehors, l'esprit en vrac, complètement déconnecté de ce qui vient de se passer. À peine Aurélia sort de la salle et du cinéma que l'air frais de la nuit la frappe, et ça ne fait rien pour apaiser son esprit. L'agent de sécurité lui emboîte le pas, un regard exaspéré sur le visage. L'homme bizarre est juste devant eux, se frottant les mains, comme s'il avait gagné un jackpot. Aurélia se sent comme une proie, incapable de s'échapper de cette situation grotesque. Une fois dehors, le type se retourne, le sourire toujours scotché sur son visage. « Bon, bah on baise !» Il s'approche un peu trop près d'Aurélia, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « Non mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle essaye de garder la voix ferme, mais ça sort comme un cri effrayé. Elle fait un pas en arrière, son cœur battant la chamade. Tout le monde dans la rue semble passer sans prêter attention à ce qui se passe. C'est comme si un mur invisible les isolait dans leur petit coin de chaos. L'agent de sécurité, qui semble se dire qu'il a déjà fait son job, lâche un soupir. « Écoutez, je veux pas de problème ici. Si vous avez un souci, appelez la police. » Il regarde l'homme bizarre, puis Aurélia, comme pour dire que c'est à elle de gérer cette situation. Mais Aurélia, à ce moment-là, se sent complètement abandonnée. Elle s'attendait à une aide, pas être laissée seule avec ce fou. « Pourquoi tu fuis, hein ?» demande le type, se moquant. Il se met à faire des gestes exagérés, imitant une femme en détresse, se plaignant de manière ridicule. « Oh non, sauvez-moi, je suis en danger !» Et il éclate de rire, une voix si pleine de mépris qu'Aurélia a envie de lui mettre une claque. Elle tente de garder son calme, mais les larmes commencent à lui monter aux yeux. Comment a-t-elle pu se retrouver dans une telle situation? Elle repense à son plan de soirée tranquille, à l'évasion qu'elle espérait. Maintenant, elle est là, coincée avec un inconnu flippant, sous le regard indifférent de l'agent de sécurité. « S'il te plaît, laisse-moi tranquille !» Elle finit par crier, sa voix pleine de désespoir. « Je ne te veux rien !» L'homme la fixe un instant, son sourire se fane légèrement, mais il ne recule pas. Au contraire, il avance d'un pas déterminé. « T'es vraiment trop coincé, toi. Mais t'inquiète, je vais te montrer à quel point ça peut être fun. » Aurélia sent la panique l'envahir. Elle jette un regard autour d'elle, cherchant une issue, un endroit où se cacher. L'agent de sécurité reste planqué là, comme un arbre, mais elle voit bien qu'il ne compte pas intervenir. Elle se dit qu'elle doit réagir, qu'il est temps de fuir. « Laisse-moi tranquille !» Elle commence à reculer lentement, essayant de garder une distance entre elle et cet homme. Ses jambes tremblent, mais elle sait qu'elle doit agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Aurélia tourne les talons, son cœur battant à tout rompre. Elle commence à marcher d'un pas rapide, le visage brûlant de honte et de colère. Les bruits de la ville l'entourent, mais elle n'y prête pas attention. Tout ce qu'elle veut, c'est s'éloigner de ce fou, de cette soirée qu'elle aurait dû éviter. Les lumières des réverbères brillent comme des étoiles dans une nuit sombre, mais aucune ne peut éclairer le trou noir de son esprit. Elle ne regarde pas en arrière, elle sait qu'il est encore là, juste derrière elle, mais l'idée de lui donner satisfaction en se retournant la rend malade. Les images de son comportement grotesque dans le cinéma défilent dans son esprit, comme un mauvais film. Aurélia se dit qu'elle n'aurait jamais dû sortir ce soir-là, qu'elle aurait dû rester chez elle, confortablement installée, avec un bon livre ou un film. Soudain, une voix l'interpelle. « Hé, attends !» C'est lui. Elle ne peut pas l'entendre clairement, mais elle sait qu'il lui parle. Elle accélère encore le pas, la peur l'incitant à ne pas céder. « De toute façon, t'étais pas si bonne que ça !» Il crie, sa voix résonnant dans la nuit. « On t'a trop roulé dessus. Je vais aller m'en taper une autre. » Les mots frappent Aurélia comme des coups de poing. Elle serre les poings, la rage lui brûlant la poitrine. Comment peut-il être si dégueulasse, si indifférent à la douleur qu'il lui inflige? Elle fait un effort pour ignorer ses provocations, se concentrant sur son chemin. Les pavés sous ses pieds, la fraîcheur de la nuit et les sons de la ville qui l'entoure lui rappellent qu'elle est encore en vie, qu'elle peut encore s'échapper. Elle se dit qu'il faut qu'elle rentre chez elle, qu'elle se blottisse dans son cocon,
loin de cette absurdité. Mais dans sa tête, elle se sent toujours piégée. Une proie d'un homme qu'elle ne connaît pas, incapable de tourner la page sur ce qu'elle vient de vivre. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Un thread, ma foi, je ne comprends pas. La meuf a juste envie de se détendre au cinéma, chose qu'elle a totalement le droit de faire, et il y a un mec qui vient lui pourrir plus sa soirée. Parce que au début, bon, il fait des trucs chelous dans son coin. Voilà, déjà ça le regarde lui. Mais après, franchement, il s'en prend à elle de manière bien physique et verbale. Et l'agent de sécurité. Oh, l'agent de sécurité, non, parlons pas. Oh, vraiment, lui, il en aura foutu là. Moi, je m'en fous, moi, j'ai pas envie de travailler, allez, dégagez tous les deux. Bref, vraiment, il m'a fait mal à la tête celui-là. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Aurélia est là, à côté, coincée. Elle sait pas quoi faire. Elle le sent jeter des coups d'œil de temps en temps. Oh, je suis désolé, mais l'histoire, c'est une dinguerie. Pas juste des bruits de popcorn, non, des bruits obscènes. Des trucs qui ressemblent à des gémissements. Alors avant de commencer ce deuxième thread d'horreur, je suis Delcor, si tu ne me connaissais pas. J'espère que tu kiffes, si t'en es là, c'est que quand même t'as bien kiffé. Sur la chaîne, je raconte principalement des threads d'horreur, comme tu peux l'entendre. Et là, ce thread d'horreur que je vais vous raconter, il nous est partagé par une abonnée. Et si jamais toi aussi à un moment tu veux partager une histoire abonnée, n'hésite pas, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Alors attends, avant que je te raconte les prochains threads d'horreur, je tiens à te dire que demain sort une vidéo un petit peu spéciale. Un peu une vidéo Halloween en fait. Oui, elle sortira pas le 31, étant donné que absolument tous les youtubeurs vont sortir une vidéo. Même s'ils sont pas dans le milieu de l'horreur et tout, ils s'en foutent, c'est Halloween baby. Donc voilà, je te donne rendez-vous demain pour une vidéo de fou quand même. Allez, je te laisse avec l'ancien moi. Allez, on commence tout de suite. Elsa a 18 ans et elle gère un poney club dans un endroit plutôt classe, chez des propriétaires assez aisés. Elle y fait tout. Elle donne des cours, monte les chevaux, s'occupe des comptes. Bref, elle gère tout le centre équestre. Un jour, les propriétaires partent en vacances et lui laissent la responsabilité de la propriété. En plus, elle doit s'occuper de leurs enfants, qui ont 12 et 13 ans. Tout se passe bien jusqu'au mercredi. Ce jour-là, elle dépose les enfants à un anniversaire. Et en rentrant, elle remarque que la barrière à code est restée ouverte. Normalement, elle se referme en 30 secondes. Mais là, elle est encore grande ouverte. Ce n'est pas trop normal, mais elle ne s'inquiète pas plus que ça. Elle rentre, mange et s'installe dans le canapé. La maison est entourée de grandes baies vitrées, avec vue sur la piste intérieure du manège. Les rideaux sont toujours fermés, donc elle se pose devant la télé et s'endort. Vers 1h du matin, elle est réveillée en sursaut par un bruit sourd venant de la piste intérieure, comme une porte qui claque. Elle se lève doucement, n'allume pas les lumières et écarte un tout petit peu les rideaux pour voir ce qui se passe. Et là, elle aperçoit deux hommes en train de scruter l'intérieur de la maison. Elsa panique, s'éloigne de la fenêtre et va vérifier que l'alarme est bien enclenchée. Une fois rassurée, elle retourne dans sa chambre, ouvre légèrement la fenêtre pour écouter ce qui se passe dehors. Elle entend alors la barrière s'ouvrir de nouveau, puis plus rien. Figée dans son lit, elle reste éveillée pendant 1 heure avant de finalement s'endormir. Le lendemain matin, en allant nourrir les chevaux, elle constate que les écuries sont ouvertes. En s'approchant des boxes des chevaux de concours, elle remarque que certaines portes ont des croix dessinées à la craie. Elle prend une photo puis efface les marques. La journée passe sans incident, les enfants rentrent et le soir ils vont tous se coucher. Mais encore une fois, vers 1h du matin, l'alarme de la maison se déclenche. Les enfants courent vers la chambre d'Elsa, affolés, en disant qu'il y a des gens dans le salon. Elsa panique à son tour, appuie sur le bouton SOS de l'alarme et dit aux enfants de sortir par la fenêtre. Ils courent jusqu'à la voiture et attendent la police, cachés à l'abri. Les policiers arrivent et Elsa leur montre les vidéos des caméras. En effet, les deux hommes qu'elle avait aperçus la veille étaient bien dans le salon, en train de fouiller partout. Pourtant, rien n'a été volé. Les policiers lui assurent que les intrus ne reviendront pas. Malgré tout, Elsa décide d'emmener les enfants chez leur grand-mère pour plus de sécurité. Le lendemain soir, elle reste éveillée pour surveiller les caméras. Vers 1h, les hommes reviennent encore une fois. Cette fois, ils sont 5. Ils pénètrent dans les écuries et commencent à repérer les chevaux de concours. Elsa voit alors un camion arriver, prêt à embarquer les chevaux. Elle comprend qu'ils veulent les voler. L'alarme se déclenche, mais les intrus ont carrément les clés de la maison. Ils entrent et l'attrapent. Un des hommes la plaque au sol et la menace. Il a une arme à la ceinture et lui dit qu'il ne lui fera rien si elle leur dit où se trouvent les carnets des chevaux. Elsa, terrifiée, finit par leur indiquer l'endroit. L'un des hommes trouve les carnets et sort avec. Pendant ce temps, l'alarme continue de sonner. 10 minutes plus tard, Elsa entend enfin les sirènes de la police. Les hommes s'enfuient alors en courant. Elsa se cache dans la salle de bain jusqu'à ce que les policiers l'appellent pour la rassurer. Une fois dehors, Elsa apprend que les voleurs étaient en train de charger les chevaux de concours dans le camion. Ils avaient prévu de tout voler en profitant de l'absence des propriétaires.
pensant qu'il n'y avait personne dans la maison. Heureusement, grâce à l'intervention de la police, les chevaux n'ont pas été volés. Les intrus n'ont jamais été retrouvés et ils ne sont plus jamais revenus. Alors l'histoire se finit là et je trouve que c'est quand même bizarre qu'ils interviennent quand les propriétaires ne sont pas là. Je pense quand même qu'il y a des gens dans l'environnement de cette famille qui étaient au courant et qui du coup savaient très bien que ces chevaux valaient de l'argent. Heureusement, il n'est rien arrivé de plus à notre abonné puisque quand même ils l'ont menacé, donc énormément. Clairement, c'est grave, c'est très grave. Mais en plus de ça, eh ben, cette abonnée, elle a une deuxième histoire à nous partager. La deuxième histoire, c'est vraiment pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et ça a tellement marqué la mère d'Elsa qu'elle ne dort plus jamais seule. Et toujours avec une lampe allumée. Tout a commencé en juillet, à une période où sa mère voyait beaucoup ses copines. Un jour, il y a une nouvelle fille dans leur groupe. Elles font connaissance et en vrai, un mois plus tard à tout casser, elles sont super potes. La fille s'appelle Lucie. Un soir, la mère d'Elsa organise une soirée chez elle, avec pas moins de 50 à 60 personnes présentes. À la fin de la soirée, Lucie reste dormir dans sa chambre avec 2 autres potes. La soirée se passe super bien, tout le monde part vers 3h du matin. Et les filles vont se coucher tellement bourrées qu'elles s'endorment en 2 minutes. Mais vers 4h du matin, elles sont réveillées par Lucie, qui est debout devant les matelas. Elles sont encore à moitié bourrées, donc elles ne font pas trop attention au début. Jusqu'au moment où Lucie dit « elle est là » et s'effondre par terre. Là, les filles se rendent compte que leur pote a besoin d'aide. Elles essayent de la relever, de la coucher à nouveau, mais impossible de la réveiller. La mère d'Elsa finit par appeler sa grand-mère qui est sa tutrice, et cette dernière lui dit juste de laisser Lucie dormir, qu'elle est un peu somnambule. Elles suivent son conseil et se rendorment sans incident. Le lendemain, elle se réveille vers midi. La mère d'Elsa raccompagne Lucie chez elle à scooter, puis rentre. Une semaine plus tard, elles organisent une soirée sous tente, autour d'un feu de camp. Lucie est là avec 2 autres amis et 6 autres potes. Tout le monde s'installe autour du feu, mais Lucie va se coucher super tôt, genre 22h. Puis vers minuit, elles l'entendent hurler à la mort. Elle se précipite vers sa tente et les cris s'arrêtent d'un coup. Là, elles entendent des murmures. « S'il te plaît, non, pas eux ». Elles ne comprennent pas sur le moment, mais c'était comme si Lucie parlait à quelqu'un. Et puis elle répète encore « Non, pas eux ». Avant de recommencer à hurler. Les filles entrent dans la tente et là, elles la voient. Lucie est en train de se faire mal sur les bras avec ses propres ongles. Elle saigne abondamment. Un ami qui a son permis prend immédiatement Lucie et l'amène aux urgences, pendant que la mère d'Elsa fonce chez la grand-mère de Lucie. Quand elle explique ce qui s'est passé à la grand-mère, cette dernière lui demande de s'asseoir pour tout lui raconter. Apparemment, la tante de Lucie, qui est alcoolique, avait joué au Ouija avec des copines, et Lucie était venue dormir chez elle avec sa cousine à ce moment-là. Depuis ce jour, Lucie entendait des voix dans sa tête, mais personne n'avait jamais fait le lien. Lucie a été internée en hôpital psychiatrique, mais même après avoir terminé son traitement, ça continuait. Elle hurlait la nuit, se faisait du mal, entendait toujours des voix. La grand-mère a fini par expliquer tout ça à l'hôpital qui a fait venir un prêtre pour bénir Lucie. Pendant l'exorcisme, elle hurlait tellement qu'elle a fini par se casser les cordes vocales. Mais après tout ça, ça s'est arrêté. 3 semaines plus tard, quand elle a récupéré un peu de voix, Lucie a raconté qu'elle voyait une femme qui lui ordonnait de tuer ses amis. Aujourd'hui, Elsa connaît cette Lucie et elle est vraiment adorable. Mais elle a juré qu'elle ne dormirait jamais avec elle. Même si elles sont toujours amies et que ça continue encore aujourd'hui. Les 2 histoires sont ouf et je te remercie clairement de nous les avoir partagées. On va passer à la prochaine histoire. Alors voilà l'histoire de Mathilde, elle a envie de partager un truc qui lui est arrivé quand elle avait 15 ans. Pour poser un peu le décor, elle vivait dans une grande maison, dans un quartier hyper tranquille et plutôt chic. C'est important parce que la maison a son rôle à jouer dans l'histoire. Ils étaient 5 à y habiter, son frère et sa sœur qui avaient 17 ans et ses parents qui étaient là la plupart du temps. La maison c'était ça, au rez-de-chaussée, la chambre de sa sœur. Une grande pièce qui donnait sur le jardin avec une énorme baie vitrée. Il y avait un ordi, une télé et des bijoux dans cette pièce. Ensuite, t'as le premier étage. Le salon, la cuisine, la salle de bain et la chambre des parents. Pareil, il y avait une télé dans le salon, des bijoux dans la salle de bain et la chambre. Et même de l'argent planqué dans un tiroir parce que son père devait payer des travaux de chauffage en liquide. Pourquoi en liquide? Bonne question. Mais maintenant, il risque de la regarder chelou si elle lui demande. Enfin, au dernier étage, t'avais la chambre de Mathilde, celle de son frère, une deuxième salle de bain et un sauna. Ouais, un sauna, mais en vrai il s'en servait surtout pour stocker des bouteilles de vin, comme une sorte de cave. Bref, maintenant qu'on voit un peu la maison, passons à ce qui s'est passé. C'était pas une nuit sombre et orageuse, mais il faisait déjà nuit vers 17h, comme c'est souvent le cas en hiver. Ce jour-là, son frère et sa sœur n'étaient pas là, ils avaient encore cours. Quant à ses parents, ils étaient en France pour régler des trucs. Donc ça faisait une semaine qu'ils n'étaient pas rentrés. Mathilde, elle, était seule à la maison, comme tout ado qui se respecte. Elle était dans sa chambre, le reste de la maison plongé dans le noir.
Casque sur les oreilles, elle était en train de mater un film tranquille sur son lit. Sa chambre donnait sur la rue, mais elle s'en foutait un peu. Elle était à fond dans son film. Une demi-heure passe, puis 1 heure. Tout est calme, elle entend rien d'autre que son film. Et là, elle lève les yeux et elle voit la poignée de sa porte qui tourne. Tout se passe hyper vite. Elle enlève son casque pensant que c'est son frère ou sa sœur. Mais la porte s'ouvre et elle se retrouve nez à nez avec un mec qu'elle ne connaît pas. Il est jeune, genre dans la vingtaine. Pendant 2 secondes, il se fixe et d'un coup, il claque la porte aussi fort qu'il le peut. Mathilde, sans trop réfléchir, ouvre direct la porte. Elle se dit qu'elle était un petit peu débile à l'époque. Là, elle voit 3 types qui dévalent les escaliers en courant. Des inconnus quoi. Elle reste paralysée par la peur pendant au moins 5 ou 10 minutes. Finalement, elle descend aussi. Elle arrive dans la cuisine, prend un couteau et commence à explorer la maison, étage par étage. Elle va d'abord dans la chambre de ses parents, c'est le bordel. Les tiroirs sont ouverts, il y a des papiers et des fringues partout. Mais voilà, l'argent est encore là. Les bijoux aussi, la télé, l'ordi, tout est à sa place. Rien n'a été volé. Elle continue à fouiller la maison en appelant son frère et sa sœur, mais personne ne répond. Du coup, elle appelle sa meilleure amie qui parle la langue locale pour qu'elle appelle la police, parce qu'elle parle pas bien anglais à ce moment-là. Plus elle avance dans la maison, plus c'est en bazar, mais toujours rien de volé. Ils ont cassé la porte-fenêtre de la chambre de sa sœur, il y avait du verre partout, mais là encore, rien n'avait disparu. La police arrive avec des chiens, ils finissent par prévenir les parents de Mathilde, mais bon, ils ont jamais retrouvé les mecs. Mathilde, à l'époque, elle était pas trop traumatisée, juste curieuse. Elle en a même profité pour rater l'école le lendemain, comme une ado un peu maligne. Mais bon, des cambrioleurs qui volent rien, elle espère ne jamais les recroiser. Alors là, quand même, c'est quand même les pires cambrioleurs du monde. Enfin, je me comprends. Je veux dire, ils cambriolent, mais pas trop. Genre, en fait, ils traînent. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en mode, ah, bon, ouais, on va passer par la porte là, on va faire ça. Mais on vole rien. Comme ça, si on se fait gommer, si on se fait choper, on n'a rien volé. Du coup, c'est juste une intrusion. Alors, à quoi ça sert? Me demandez pas, clairement. Allez, assez de plaisanteries, on passe au prochain thread d'horreur. Alors, l'histoire de Tina, elle se passe il y a quelques années, quand elle et son mari vivaient dans une petite ville paumée dans le Maine, et aux États-Unis, au cas où. Ils avaient déménagé là-bas 3 ans avant, et faisaient souvent 2 heures de route pour aller voir leur famille. Un soir, ils rentrent bien plus tard que d'habitude, il devait être 21h, et avec tout le brouillard, le trajet semblait interminable. Ils étaient sur la dernière ligne droite, bien impatients de rentrer. Il y a un bout de route où il y a une vieille ferme à droite, avec des vaches, et à gauche, un champ de boue. Ouais, un champ de boue. C'était un tronçon droit juste après un virage un peu serré. Bref, ils prennent le virage et là, bam, plein de grosses vaches en plein milieu de la route. Le genre de route où passent des camions forestiers à toute vitesse. Donc forcément, ils flippent qu'un gros camion déboule et dégomme toutes les vaches. Ou pire, qu'un conducteur percute les bêtes et que quelqu'un se fasse mal. Ils s'arrêtent et le mari de Tina va vers la porte de la ferme qui est juste à côté de la route. Les lumières de la maison sont allumées donc ils se disent que les gens sont réveillés. Ils commencent à frapper à la porte et là, un énorme berger allemand apparaît à la fenêtre. Le chien devient complètement dingue, il aboie comme un fou, gratte la fenêtre, une vraie furie. Le mari jette un œil par la fenêtre et revient à la voiture. Il dit qu'il y a un vieux type assis sur une chaise près de la fenêtre. Mais le gars n'a pas bougé d'un poil. Il ne réagit pas au coup et ne semble même pas remarquer que le chien devient hystérique. Juste assis là, immobile. Le couple trouve ça bizarre mais bon, ils décident de retenter. Ils entrent dans l'allée et tous les deux vont jusqu'à la porte de la cuisine. Les lumières sont allumées et ils voient une vieille dame debout près de l'évier, en train de faire la vaisselle. Ils frappent et là encore, le gros chien débarque en trombe, aboyant, grattant la porte, les crocs dehors. Mais la vieille dame ne se retourne même pas. Depuis la fenêtre de la porte, ils peuvent voir le vieux type assis dans l'autre pièce. Il n'a toujours pas bougé. C'est impossible qu'ils n'entendent pas le chien devenir complètement fou. Mais aucun des deux ne réagit. Toute cette situation met Tina et son chéri super mal à l'aise. Et encore aujourd'hui, ça les fout en l'air d'y repenser. Est-ce que c'était des gens normaux ou des fantômes? C'est l'une des expériences les plus flippantes qu'ils aient jamais vécues. À un moment, ils en ont eu marre des vaches. Ils ont fait demi-tour et ils sont repartis en voiture. Plus tard, ils ont appris qu'un vieux couple vivait dans cette ferme, mais qu'ils étaient morts des années plus tôt. Le vieux serait mort en premier, et la vieille dame l'aurait suivi peu après. Est-ce que c'est eux qu'ils ont vus? Ils en savent rien. Mais depuis, Tina passe devant cette ferme un peu plus vite quand elle fait la route. J'aime bien cette petite histoire, elle est toute petite, mais alors qu'est-ce qu'elle est bien? Puisque du coup, est-ce qu'il y avait des gens qui ont emménagé dans cette maison, qui ont repris le rôle des autres? Ou est-ce que clairement c'est paranormal, mais c'est vraiment chelou? Voilà les petits potes, si vous avez kiffé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.